la philosophe Hannah Arendt met en garde. Ce qu'elle appelle le totalitarisme ne s'impose pas seulement par la violence des fanatiques ou la cruauté des dictateurs, mais aussi par la passivité de celles et ceux qui, sans adhérer forcément ouvertement, obéissent, détournent le regard ou se contentent de faire leur travail. De manière plus générale, au-delà de l'horreur nazie, le fascisme prospère sur cette abdication de la responsabilité personnelle, sur une forme d'obéissance automatique et bien sûr sur l'indifférence ou le silence des majorités silencieuses. Autrement dit, ce ne sont pas seulement les monstres, si tant est qu'ils existent, qui construisent les régimes totalitaires, mais aussi les gens ordinaires qui s'accommodent du pire, tant qu'ils n'ont pas à remettre en question leur confort, leurs habitudes ou leur carrière. Et c'est en partie ce qu'entend dénoncer le sociologue Marc Fortier, qui a essayé de décrypter les mécaniques individuelles qui permettent au fascisme de s'installer. Dans son nouvel essai « Devenir fasciste, ma thérapie de conversion », il raconte un parcours fictif où un homme ordinaire voudrait adhérer au fascisme. Quels seraient les mécanismes qu'il devrait mettre en place ? L'auteur a réellement essayé de se demander ce qu'il faudrait faire pour adhérer individuellement au fascisme. Derrière la provocation du titre se cache évidemment une réflexion sérieuse. Pourquoi tant de citoyens se laissent-ils séduire par l'extrême droite à travers tant de pays ? Quel danger cela fait-il encourir aux démocraties et comment les déjouer ? Dans ce pamphlet, l'auteur analyse la montée de l'autoritarisme avec un ton qui tranche avec celui des essais politiques traditionnels. Alors quel est le mode d'emploi à suivre pour devenir fasciste ? Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission pour Blast. Marc Fortier, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, éditeur et essayiste, vous êtes canadien, vous habitez à Montréal et vous avez publié plusieurs livres. Mélancolie identitaire, un livre sur votre compatriote canadien Mathieu Bock-Côté, qu'on connaît bien ici en France, qui est une figure médiatique d'extrême droite, dont les médias de ce même bord politique semblent visiblement raffolés. Vous avez également coécrit le livre du diesel dans les veines avec Serge Bouchard et vous êtes ici en France parce que vous avez publié ce livre, Devenir fasciste, ma thérapie de conversion, chez Lux Éditeur. Alors ça vient tout juste de paraître. C'est un livre un peu particulier parce que c'est évidemment par véritable mode d'emploi pour devenir fasciste, c'est une satire, c'est un pamphlet qui essaie de montrer quelles sont les différentes étapes qui peuvent mener au fascisme et qui peuvent mener au changement de certaines personnes qui vont changer de bord dans certains moments politiques. Le concept du livre, c'est que c'est un intellectuel libéral qui veut devenir fasciste. Quelle est sa thérapie de conversion ? Comment il va s'y prendre pour devenir fasciste, pour bien saisir toutes les opportunités qui vont se présenter quand l'extrême droite arrive au pouvoir. C'est un essai qui documente, qui donne des exemples très concrets, mais c'est aussi un essai avec un ton assez acerbe et qui est aussi comique. Il y a des petites blagues que vous avez rajoutées. Vous avez été journaliste, universitaire, je le disais, il y a cette idée de documentation, il y a de la bibliographie, des notes de bas de page. Pourquoi avoir choisi d'utiliser ce ton-là ? Parce que c'est assez original quand même quand on parle de fascisme. C'est une bonne question. J'ai opté pour l'ironie pour plusieurs raisons. Probablement la première, la plus simple, plus élémentaire, c'était pour un peu braver le découragement. J'ai eu l'idée du livre lors des législatives françaises en 2024, au printemps. Il y avait les législatives françaises qui se déclenchaient, mais il y avait en même temps aux États-Unis la campagne électorale qui se préparait et les démocrates semblaient vraiment déterminés à présenter un zombie contre, c'est-à-dire Joe Biden. Il était encore attaché à la candidature de Joe Biden contre Donald Trump. Là, j'étais un peu effaré. Et l'idée, tout d'un coup, le sentiment, en fait, qu'il y avait une sorte d'apathie qui s'installait en Amérique du Nord et puis en Europe aussi, une sorte de renoncement à résister à cette montée de l'extrême droite-là. J'ai décidé de le prendre un peu avec humour pour, c'est ça, d'une part, braver le découragement pour pas me sombrer moi-même dans l'apathie, mais aussi pour peut-être désamorcer la peur. Parce qu'il y avait quelque chose d'un peu, surtout aux États-Unis, surtout en Amérique du Nord, quelque chose d'un peu effarant dans la vigueur et la force de l'extrême droite. Et là, je trouvais ça amusant, plutôt intéressant aussi de me dire, ben voilà, l'extrême droite gagne au fond quand les gens raisonnables abdiquent, capitulent, renoncent. Et je vais m'autoproclamer raisonnable et mettre en scène mon propre renoncement en me disant que ce serait la voie la plus facile au fond. C'est celle qui va me coûter moins individuellement à partir de mon statut social, de renoncer pour essayer de montrer justement cette
dévoiler un peu cette mécanique-là qui me semble assez importante dans l'effondrement de la démocratie. C'est même indispensable et c'est pour ça qu'on a choisi de vous inviter aujourd'hui, parce qu'on a déjà beaucoup parlé du fascisme, de ses fondements politiques, de son histoire. On a fait beaucoup d'émissions là-dessus à Blast. Mais vous parlez justement de ces gens d'irraisonnables, ou en tout cas de ces personnes qui ont souvent été considérées comme centristes, qui ne vont pas être des militants d'extrême droite radicaux, qui ne sont pas des personnes particulièrement engagées politiquement dans un sens ou dans un autre. Mais c'est aussi parce que ces personnes vont renoncer, que ces personnes vont abdiquer, c'est le terme que vous employez, que l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir va être possible, et a été possible dans l'histoire, que le fascisme a été possible. Est-ce que c'est pas finalement la majorité des gens ? La majorité. Ces gens, non mais ce bloc de personnes qui sont susceptibles d'adhérer aux mécanismes psychologiques que vous décrivez, et qui sont des mécanismes politiques bien sûr, mais aussi des mécanismes psychologiques. C'est qu'on pèse en fait le pour et le contre, son intérêt individuel, où on se dit bon bah là, vu l'ambiance, effectivement vaut mieux se taire, ou voire vaut mieux même collaborer d'une certaine manière, ou adhérer. Et est-ce que c'est pas finalement une très grande partie des gens qui raisonnent comme ça, partant de montée du fascisme, en tout cas dans l'histoire? Mais moi, je considère que l'extrême droite gagne rarement, prend rarement le pouvoir par elle-même. On lui cède. C'est ce que l'histoire enseigne. Et la façon la plus élémentaire de lui céder, c'est évidemment en renonçant à s'y opposer ou à la combattre. Et donc, ça me paraît assez évident aux États-Unis en ce moment. Les démocrates ont capitulé devant le trumpisme, devant l'extrême droite républicaine, mais depuis longtemps, depuis une dizaine d'années. C'est assez incroyable de voir un parti politique aussi puissant, aussi organisé, si peu préparé à la tempête qui s'annonçait et qui venait. C'était pas suffisant de faire des conférences de presse puis de dire Donald Trump est un fasciste. Ça, c'est juste des mots rendus là. Oui, il y a une action politique à mener. Il y a une action politique à mener. Et voilà. Et là, moi, c'est ça. Quand j'écris le livre, je vois tout ça s'en venir, en fait. Et les faits l'ont confirmé quand Trump a pris le pouvoir en janvier. On a vu des grandes figures du Parti démocrate, dont une sorte d'animal totémique là, qui s'appelle James Carville, qui était le conseiller économique de Bill Clinton dans les années 1990, qui avait inventé le slogan « It's economic stupid », qui avait permis à Bill Clinton de gagner la bataille médiatique à l'élection qu'il a fait président. James Carville, cette année, a dit, quand les républicains sont arrivés au pouvoir, ce sont des idiots, ils vont s'autodétruire. Voilà ce qu'il faut faire, il faut se mettre sur le côté. En touche, sur le côté, sur la ligne de touche, attendre que la tempête passe et les regarder s'autodétruire. Et c'est pas du tout ce qui se passe ici. Mais peut-être qu'ils vont s'autodétruire, mais ils vont tout emporter avec eux. C'est-à-dire qu'ils vont brûler la Maison-Blanche en même temps, ils vont détruire la société américaine. Je veux dire, les nazis se sont autodétruits sur 12 ans, mais ça, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on veut. C'est pas une politique de regarder un mouvement de fuite par en avant, fuir par en avant et emporter avec sa force largement nihiliste tout ce qui tient un peu la société ensemble. Et c'est lâche. C'est d'une incroyable lâcheté. Et donc, cette impuissance des démocrates, bon, il y en a quelques-uns qui se réveillent, là, je voudrais pas la généraliser, mais c'est aussi probablement celle d'une bonne partie de l'élite intellectuelle auquel je peux m'identifier, de l'élite culturelle aussi. Oui, parce que là, effectivement, vous avez parlé du Parti des démocrates, mais il y a aussi toutes ces personnes qui peuvent avoir des rôles médiatiques ou tout simplement aussi des rôles économiques importants. Là, on est au-delà de la simple mise sur le côté, on est même sur une collaboration active d'une partie des chefs d'entreprise, notamment aux États-Unis. J'aimerais qu'on regarde et qu'on passe à l'écran cette vidéo qui est parue il n'y a pas très longtemps, où on voit tous les chefs d'entreprise de la tech américaine qui se sont dit un jour, pour une partie d'entre eux progressistes, démocrates, qui parlent de cette manière à Donald Trump. Well, thanks for hosting us. I mean, this is quite a group to get together. Bill, would you like to say a few words? Thank you for incredible leadership, including getting this group together. Thank you, Bill. That's very nice. And thank you for being such a pro-business, pro-innovation president. It's a very refreshing change. I also want to thank you for helping American companies around the world. C'est une vidéo qui est assez impressionnante parce que ils sont tous à louer Donald Trump parce que ça arrange finalement leurs affaires. Est-ce que vous croyez qu'ils ont
suivi une thérapie de conversion pour devenir fasciste comme celle que vous décrivez dans le livre. Comment est-ce qu'on en arrive là avec des personnes qui ont à ce point changé de discours? On dirait les flatteries de Versailles. C'est toute l'aristocratie de l'argent aux États-Unis qui vient s'incliner devant le monarque. On tient à dire qu'il y en a parmi eux qui ont vraiment mis en place des politiques progressistes dans leurs entreprises, Oui. qui ont soutenu les démocrates à une époque, enfin qui se disaient pas du tout fascistes, quoi. Non, mais ça reste du capitalisme monopolistique. Je veux dire, c'est des grandes entreprises qui ont un contrôle dans leur domaine propre. C'est des monopoles économiques avec une grande concentration de pouvoir et dans leur propre secteur d'économie et avec de longue date, au fond, un discours que les Américains appellent libertarien. C'est-à-dire que la Silicon Valley était progressiste sur le plan des mœurs. Pas sur le plan économique. Pas sur le plan économique ni sur le plan social. Et fondamentalement, c'est un mouvement qui est autoritaire à l'intérieur de son secteur économique. Et là, ils ont juste largué la question des mœurs parce que ça leur sert plus à rien, sauf peut-être qu'il y a quelques entreprises qui résistent, qui restent attachées à ces principes-là. Et ça montre quand même, ça pointe en direction d'un problème sociologique qui, lui, est pas comique, qui est la séparation entre le capitalisme et la démocratie. On a l'impression d'assister à ce phénomène sociologique-là où tout d'un coup, l'économie capitaliste semble pouvoir se passer la démocratie libérale. C'est comme s'il y avait un accord entre l'extrême gauche et l'extrême droite pour dire la démocratie et le capitalisme, ça peut pas s'accorder. C'est juste que les deux pôles ne tirent pas les mêmes conclusions de ce désaccord-là. Et donc, c'est c'est comme la fin d'un grand arrangement qui est celui d'après-guerre, qui est parce que cette crise-là entre les libertés républicaines ou démocratiques et les libertés économiques, elle a existé dans la première moitié du 20e siècle et il y a eu vraiment toutes sortes d'arrangements institutionnels sur lesquels on ne va pas nécessairement revenir aujourd'hui parce que ça pourrait être long et fastidieux, mais qui ont été défaits, détricotés depuis une soixantaine d'années. Et là, on a l'impression que les derniers liens sont en train de céder. Et ça, c'est un phénomène qu'on constate dans énormément de pays. Encore une fois, on l'a beaucoup documenté à Blas. Vous en reparlez dans le livre, mais on ne va pas tout redécrire. Mais globalement, c'est un phénomène européen, c'est un phénomène aux États-Unis. C'est aussi un phénomène au Canada, où il y a aussi une augmentation de certains groupes d'extrême droite, une radicalisation, une percée dans les discours aussi politiques. Et la question que je vous pose là, c'est peut-être de faire un petit focus sur le Canada, puisque vous êtes Canadien. Quel est l'état de l'extrême droite au Canada? Parce que c'est pas aussi avancé, par exemple, que chez nous en France. Et comment est-ce que vous percevez la question de l'extrême droite aux États-Unis, puisque vous êtes directement concerné, puisque Donald Trump n'arrête pas de dire qu'il va faire du Canada le 51e État des États-Unis. Il est extrêmement sérieux avec ça. Ça a causé même commotion. De très gros problèmes diplomatiques. Il y a cette menace un peu qui pèse. Vous, comment est-ce que vous voyez les choses en tant qu'intellectuel canadien? Alors, il y a beaucoup de questions dans votre question. Au Canada, il n'y a pas de formation d'extrême droite vraiment... Dans les institutions, ouais, pas comme chez nous. Non, c'est ça exactement, discernable ou vraiment isolé, clairement identifiable comme le RN. Voilà, le RN ou l'AFD ou Mélanie. Donc, par contre, le Canada anglais c'est largement intégré culturellement aux États-Unis. Et c'est un peu comme l'eau qui monte à la plage sous le sable. C'est pas une vague qui nous déferle dessus, c'est juste l'eau qui... Quand on fait des châteaux de sable, des fois, on voit l'eau qu'on creuse, puis tout d'un coup, on tombe dans l'eau. Et c'est un peu comme ça que ça monte chez nous. Et ça vient beaucoup par le Parti conservateur canadien, dont les assises sont dans l'Ouest canadien, dans une province qui s'appelle l'Alberta, qui est une province, un des plus grands producteurs de pétrole au monde. Et donc, c'est un peu notre Texas. Et donc, ce parti-là est vraiment comme beaucoup de militants complotistes, beaucoup de militants libertariens. Donc, c'est des forces qui sont à l'intérieur des partis politiques. Mais par une sorte de curieux renversement des choses, l'élection de Trump, la menace d'invasion du Canada, c'est complètement surréaliste. Et comment est-ce qu'eux, ils réagissent? Qui adhèrent un peu aux idées mais de là, Trump? ça a créé une élection au printemps prématurée. Et là, les conservateurs ont quand même eu beaucoup plus de votes, mais tout le vote centriste
de centristes et vaguement de centre-gauche s'est rallié autour du Parti libéral et d'un banquier. Donc, on est un peu dans une sorte de cycle qui ressemble à ce qui s'est passé en France avec Macron. Vous êtes un peu en retard, quoi. Ouais, ou en Italie avec Draghi, où tout d'un coup, face à la montée des bouffons ou de l'extrême droite, on choisit une sorte de technocrate ou un banquier pour nous rassurer. Et là, mais ça a créé une sorte de sursaut patriotique. Tout d'un coup, les Canadiens se sont redécouverts canadiens. Parce que le Canada, évidemment, le Québec, c'est autre chose à cause de la culture francophone, mais un curieux sursaut de patriotisme, où même au Québec, les Québécois... Parce qu'il y a une menace directe sur votre territoire. Ouais, voilà. Mais c'est fou. Sérieusement, c'est complètement surréaliste. Là, on est dans un état... Mais c'est ça l'extrême droite. Umberto Eco dit c'est un chaos structuré. Ça nous plonge dans un état de sidération. Personne n'avait pu concevoir que les États-Unis d'Amérique menaceraient d'envahir le Canada. Vous avez été choqué, vous, en tant qu'intellectuel, quand vous avez entendu pour la première fois ces déclarations du président des États-Unis qui menace de vous envahir? Ben oui. Et en même temps, c'est toujours le même modus operandi. C'est une blague, parce que c'est arrivé comme ça. Le premier ministre est allé à Mar-a-Lago rencontrer Trump pour commencer à négocier parce qu'il y avait la menace des tarifs, qui est déjà une menace. Parce qu'avant de menacer de nous envahir militairement, il continue de menacer de détruire notre économie, qui est complètement intégrée à l'économie américaine. Et Trudeau est allé, et là, Trump a fait une blague en disant à Trudeau, vous êtes le gouverneur du 51e État, du prochain État américain. Et là, Trudeau a ri. Et puis, la blague a comme fonctionné. Et là, il l'a répété, puis il a fini par se prendre au sérieux, puis dire voilà. Puis après, ils sont menacés d'envahir le Groenland. Ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, il faut vraiment... je ne sais pas comment vous percevez ça en Europe, parce que c'est un peu loin. À nous, à Blast, on le perçoit comme du fascisme, hein, clairement. Oui. Mais c'est du fascisme robuste. C'est-à-dire que je trouve ça de plus en plus spectaculaire ou inquiétant. Il y a vraiment une volonté des républicains de disqualifier complètement et radicalement le pouvoir, mais en même temps de l'exercer. C'est-à-dire de rendre superflue toute forme de justification, de légitimité à l'acte même d'exercer le pouvoir. Et c'est ce qui fait que ça prend une forme, comme dirait Michel Foucault, complètement grotesque. C'est comme un exercice de l'arbitraire. C'est comme une affirmation quotidienne du fait qu'il est légitime d'exercer le pouvoir en dehors de toute forme de légitimité. Et donc, on peut menacer d'envahir le Canada, on peut dire qu'on va faire une Riviera de Gaza. Oui, et trouver des gens pour prendre ça au sérieux, faire des plans. On a lu dans le Washington Post la semaine dernière qu'il y avait des organismes qui travaillaient vraiment sur la... Et là, tout d'un coup, il y a des personnages dont on avait complètement oublié l'existence, comme Tony Blair, qui réapparaissent dans cette espèce de vortex. Ancien premier ministre du Royaume-Uni. Oui, travailliste. Qui, lui, c'est un travailliste qui est dans toutes les espèces de délires conservateurs nord-américains. Il y a toujours Tony Blair qui apparaît comme un lapin dans un chapeau. Mais ça donne une idée du chemin qu'on a parcouru dans les 40 dernières années, de voir des travaillistes liés à cette histoire-là de construire une Riviera à Gaza qui est complètement surréaliste, mais on est obligé de prendre ça au sérieux parce que c'est comme ça que les républicains entendent gouverner, c'est de dire le pouvoir politique est une puissance d'état de fait maintenant. Et ça, c'est le fascisme. C'est un pur constructivisme. Et donc, la réalité, c'est ce que nos actes dictent. Sans plus. Et donc, l'invasion du Canada, les Canadiens anglais ont pris ça au sérieux. Et je vous donne juste un exemple, mais pour vous dire, dans un journal de référence canadien-anglais qui s'appelle The Globe and Mail, qui est un peu comme Le Monde, il y a eu des chroniques cet hiver où les chroniqueurs, des personnes vraiment sérieuses liées à l'establishment, au pouvoir, réfléchissaient à combien de Canadiens prendraient le maquis si les Américains nous envahissent. Ils comparaient avec la guerre en Afghanistan. Ils disaient, en Afghanistan, ils étaient tant de dizaines de milliers. Au Canada, si c'est moins de 1%, on va être 400 000, les Américains vont en baver. Ils étaient en train d'imaginer qu'on La résistance. Face à une armée, quoi. Oui, dans la forêt boréale. Moi, c'est quand même assez... Et donc, c'est la première puissance économique et militaire mondiale, donc c'est du sérieux.
quand même. Mais en fait, c'est ça qui est paradoxal dans votre essai, c'est que c'est du sérieux. Mais même moi, quand vous racontez ça, j'ai le sourire tellement il y a une forme d'absurdité. Mais oui. Même si c'est évidemment extrêmement grave, mais il y a une forme de... C'est tellement... Mais c'est une comédie. Rationnel. C'est une comédie du pouvoir qui va juste accentuer ou aggraver la tragédie du cours du monde. Parce que, par exemple, sur la crise écologique, ils sont complètement irresponsables. Et donc, les problèmes vont arriver pareil. Et pendant ce temps-là, eux, ils détruisent tous les moyens dont on pourrait disposer pour affronter ces problèmes-là. Ils sont en train, aux États-Unis, ils les détruisent réellement en temps réel, à chaque jour. Et ils sortent le pouvoir de toute forme de sens partagé. Et ça rend la discussion impossible et ça rend la résistance très difficile. Parce que... surtout au moment de l'hyperdépendance aux technologies et de la puissance des technologies. Oui. Et ce qui nous peut vraiment trancher avec ce qu'on a connu en période de Seconde Guerre mondiale ou au dernier gros épisode fasciste dans le monde occidental. Tout à fait. Alors, c'est un livre qui s'appelle quand même Thérapie de conversion. Oui. Donc vous essayez vraiment de comprendre c'est quoi le processus si demain on veut devenir fasciste. Donc on va quand même répondre à cette question dans cet entretien. Alors vous dites la première étape pour devenir fasciste, je vous cite, vous écrivez, la première étape de la thérapie de conversion au fascisme, c'est le lâcher-prise. Le sujet doit s'ouvrir intérieurement au changement, laisser agir en lui la peur, s'abandonner aux petites lâchetés et aux compromissions opportunes. Cela ne va pas de soi. Heureusement, des personnalités exemplaires nous montrent comment on peut accepter le changement par degrés, subrepticement, sans coup d'éclat. Qui est-ce que vous visez quand vous dites des personnalités exemplaires ? Est-ce qu'on a déjà des gens qui font ça, qui sont déjà en train de se compromettre ? Moi, dans mon livre, je cite un éditorialiste de la presse qui s'appelle François Cardinal et un animateur de télévision en France, Poujada, moi, ça m'a frappé avec la montée du Front National. Il y a eu comme un débat au Québec quand on couvrait les législatives où on se disait est-ce qu'on les appelle l'extrême droite ou pas? Parce qu'il y a quand même plusieurs personnes d'extrême droite qui refusent qu'on utilise cette expression-là. Et là, Pujadas, lui, disait les partis qualifiés d'extrême droite. Alors donc là, déjà, la forme passive me faisait marrer. Et le journal canadien, lui, disait nous allons courageusement utiliser le terme extrême droite, mais après ça, il donnait une définition qui était complètement édulcorée. Mais il ne faut surtout pas dire qu'ils sont racistes. Il ne faut surtout pas dire... Bon. Donc l'extrême droite, c'était juste la droite de la droite. Et là, j'étais allé fouiller dans les textes, les éditoriaux, les déclarations des mêmes personnages en 2002, quand il y a eu le second tour avec Le Pen et Chirac. Et là, le langage il n'y avait aucune concession possible. Et c'est ce qui s'est passé en France également, c'est-à-dire que l'ensemble de la presse qualifiait l'extrême droite d'extrême droite, était choqué, rappelait les entraves à la démocratie potentielle. Enfin, il y avait une forme de levée de bouclier que nous n'avons plus du tout. Non, parce en tout cas, pas dans ces proportions. Parce qu'elle se rapproche du pouvoir où elle l'exerce déjà de manière indirecte. Et donc, ça la normalise, mais ça la normalise pas juste c'est un ralliement. On voit qu'il y a une partie des personnes qui sont des habitués. En fait, ça place toute l'élite libérale dans une situation un peu délicate parce que c'est des habitués du pouvoir. C'est des gens qui ont un statut social. Et si le pouvoir change, le régime change de nature, eux, ils ont beaucoup à perdre. Donc, c'est comme une façon... Qu'est-ce que vous entendez par ils ont beaucoup à perdre? Leur poste, leur statut. On peut imaginer quelqu'un qui est habitué... un journaliste qui est habitué de toujours faire des entrevues avec les présidents, les premiers ministres, les ministres. Si ça devient des premiers ministres d'extrême droite, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il se met s'il rentre en guerre frontale, il sera plus jamais invité. On le voit partout d'ailleurs. Il sera plus jamais invité à leur parler. Ça a une incidence sur son travail, ça a une incidence sur sa propre carrière. C'est humain. Tout le monde fait des petits calculs individuels. Est-ce que c'est ça finalement le propos du livre, de dire que la majorité des personnes qui côtoient le pouvoir ou s'approchent du pouvoir ou exercent le pouvoir sont à même d'entamer cette thérapie de conversion fasciste? Tout à fait, oui. Et que ça va prendre une bonne dose de courage pour empêcher ce glissement-là. Parce que le glissement, le calcul de gain de perte au temps 1, ça semble favorable, mais n'importe qui connaît l'histoire sait que les gouvernements d'extrême droite, c'est comme il n'y a pas beaucoup de règles universelles qui gouvernent en politique, mais le fait qu'un gouvernement d'extrême droite mène à une catastrophe sociale et économique est se vérifie quand même assez souvent. Ce qu'on peut perdre aujourd'hui à résister à l'extrême droite, c'est beaucoup moins que ce qu'on va perdre si on décide
de se convertir ou de juste se terrer, de laisser passer la tempête. Ça, c'est sûr. Après, il y a des personnes, les intellectuels, par exemple, parce que l'extrême droite est un mouvement vraiment virulemment anti-intellectuel, doivent se poser des questions sur leur position sociale, leur statut. Eux, c'est autre chose. Ils vont pas forcément adhérer à l'extrême droite ou même cesser de s'y opposer. Mais on est manifestement dans une position de faiblesse évidente et il faut essayer de comprendre pourquoi. Steve Bannon, la semaine dernière, était à la télévision publique. L'ancien bras droit de Donald Trump, oui. Figure de l'extrême droite états-unienne. Et il a regardé l'animateur, et là, c'est vraiment la télévision publique américaine, et il lui dit, nous, notre but, c'est de liquider tous les intellectuels, d'en finir avec eux, les universitaires, les artistes, et ils vont pas se défendre parce qu'ils sont trop attachés au petit statut social qu'ils possèdent encore. Et il a dit ça en ondes. Et il faut être culotté pour dire une telle chose, mais il faut aussi être sûr que le combat, ils vont le gagner, l'emporter, ou en tout cas, être assurés qu'ils sont dans une position de force. Et donc, là, j'ai pas de réponse à cette question-là, mais c'est une partie du livre, c'est de dire ça va être compliqué. Ça va être compliqué et il faudrait que faut essayer de comprendre pourquoi on se retrouve dans cette situation-là un peu embêtante. Alors, vous parlez de situation embêtante. Ce que vous décrivez, c'est quand même, encore une fois, un état des lieux très sombre. Et vous rappelez que c'est finalement une des formes de fascisme qui est en train de se mettre en place dans de nombreux pays, parmi les plus spectaculaires, puisque le fascisme ne s'annonce jamais comme tel. Ouais. Et que là, on a quand même cette... la possibilité de clairvoyance qui est particulièrement importante dans la mesure où il y a des références au nazisme dans énormément de partis d'extrême droite. Bien sûr, ce qu'on connaît le plus, c'est les saluts nazis d'Elon Musk, bien sûr de Steve Bannon que vous venez de mentionner. Nous, en France, on a l'historique nazi, la proximité des fondateurs littéralement du Front National qui étaient des Waffen-SS. Donc on a cet imaginaire nazi qui est là. L'AfD aussi, l'Alternative für Deutschland en Allemagne a une ambiguïté, se manifeste avec le nazisme en Allemagne. Tout ça, on en avait déjà parlé ici. Là, dans le livre, vous citez encore un autre exemple qui est beaucoup moins connu. Vous dites, aux élections législatives autrichiennes à l'automne 2024, donc très récemment, le Freiheitliche Partei Österreich, désolé pour mon accent, est arrivé en tête avec un peu plus de 28% des voix. Cette formation d'extrême droite a été fondée dans les années 50 par d'anciens nazis. Donc, c'est une tradition, un modèle qui se reproduit un peu partout. Et la veille du scrutin, lors des funérailles de l'un de leurs membres, un chant nazi a été entonné. Pendant la campagne, le chef du parti, Herbert Kickl, se présentait comme le futur Volkschancellor. Encore une fois, désolé pour l'accent, ça veut dire le chancelier du peuple. C'est-à-dire qu'il reprend carrément le titre que portait Adolf Hitler dans les années 30. Enfin, là, on est quand même en Europe en 2024 et on a quand même ce type de déclaration qui est possible. La multiplication exponentielle des références au nazisme est frappante, écrivez-vous, et marque un tournant dans les mœurs politiques. Il y a 25 ans, il n'était question que de démocratie, d'argent et de sécurité. Aujourd'hui, les médias ne parlent que de déclin, de complot, de la menace migratoire. On entend que l'état de droit n'est pas sacré, ça c'est de chez nous, que la démocratie c'est le règne des opinions majoritaires et les symboles d'un passé qui étaient considérés comme honteux refont surface. Ça, c'est une question aussi qu'on essaie d'aborder ici. C'est pourquoi il y a autant de références au nazisme, qui est quand même considéré dans l'imaginaire collectif comme le fascisme absolu. Je me suis mis à faire de la recherche sur l'histoire du salut nazi, d'ailleurs, d'abord, qui est une chose très intéressante, et sur la résurgence de ces références au nazisme. Et là, j'ai vraiment été étonné de découvrir autant de cas. Et pas les moindres. Il y a aussi, en 2016, le représentant de l'alt-right, l'extrême droite américaine, qui a salué l'élection de Trump en disant « Hail Trump ». Hail Trump! Hail our people! Hail victory! Ces images filmées samedi dernier à Washington montrent des suprémacistes blancs fêter l'élection de Donald Trump en faisant des saluts nazis et en criant « Hail Trump ». Pourquoi la mobilisation de cet imaginaire ? C'est très difficile à comprendre pour moi, je dois dire. J'ai habité en Allemagne 1 an dans ma vie, il y a 25 ans, et quand ça aurait été impossible vraiment à cette époque-là. Et là, quand je vois qu'en Autriche, dans des pays où
marqué historiquement par le nazisme de manière intime. Certaines personnes s'autorisent des références à ces symboles-là. Là, c'est vraiment, il faut voir ça comme une sorte C'est une sonnette d'alarme. Une sonnette, c'est ça, j'allais dire le canari dans la mine. Là. Il y a vraiment quelque chose qui nous dit... c'est une telle désinvolture avec, c'est juste des symboles, hein, vous me direz, mais c'est... Ben non, les symboles, on le sait, ils comptent. Ça veut dire qu'il y a une... Il n'y a plus de malaise politique avec le nazisme, qui est quand même une horreur innommable. Et ça va... il y a peut-être aussi le fait que les personnes qui ont connu je sais pas, j'invente une hypothèse, j'ai pas de réponse certaine. En fait, non, mais parce que votre livre... Les gens qui ont connu la guerre sont morts aujourd'hui, ou il y en a moins qu'avant. Peut-être pour les jeunes générations, c'est un symbole qui est plus lointain que ce ne l'était il y a 25 ou 30 ans encore. C'est dur à dire. Je sais qu'au Québec, en ce moment, dans les écoles, il y a une mode de salut nazi parmi les jeunes dans les écoles secondaires. Mais est-ce que c'est des personnes qui savent juste pas ce qu'elles font ou c'est une adhésion? C'est difficile à mesurer. Je vous pose cette question parce que ce livre, par cette thérapie de conversion qui se veut un peu comique, veut surtout décrire les mécanismes qui amènent des individus qui se disent raisonnables à tolérer le fascisme, voire à y participer. Oui. Et il y a dans finalement tout ce qui participe à cette conversion, le fait de fermer les yeux, ces petits renoncements, cette lâcheté, ce que vous dites des petites lâchetés, abdiquer un peu. Mais là, quand on voit des saluts nazis, quand on constate que les partis d'extrême droite sont, en fait, s'appuient pour une partie ou pour leur soutien sur des référentiels liés au nazisme. Pourquoi est-ce que ça ne stoppe pas cette thérapie de conversion, en fait? Pourquoi est-ce que les personnes qui se disent raisonnables se réveillent pas soudainement en se disant « Mais non, mais le nazisme, on sait que c'est très grave, on sait qu'on veut pas ça. On sait qu'on s'est dit plus jamais, on l'a tous appris à l'école. » Je peux pas vous offrir une réponse absolue à cette question, parce que si je l'avais... j'aurais écrit un autre livre peut-être, mais c'est clair que le fascisme, le néofascisme, je ne sais pas comment on peut... moi, j'ai utilisé le mot fasciste dans mon livre contemporain, n'a pas du tout la même forme que celui des années 20 et des années 30. Non, mais il a quand même des références. Non, exactement. Donc, mais j'y arrive, je commence par ça. Donc, ça peut laisser croire aux personnes qui adhèrent à ce mouvement-là, qui ne sont pas dans la répétition du même. Vous voyez? Comme il n'y a pas de milice militaire, comme il n'y a pas le traumatisme de la Première Guerre mondiale, comme il n'y a pas le côté martial, le côté mouvement de masse avec un appel au pouvoir absolu de l'État aussi expressément annoncé dans les mouvements d'extrême droite aujourd'hui, on peut imaginer que pour certaines personnes, c'est quasiment un peu ludique. Hein? Il y a comme une désinvolture par rapport au sens des choses. Ça revient un peu à ce que je vous disais plus tôt, quand je vous disais aux États-Unis, c'est la puissance de fait. C'est comme si on prenait plus les mots au sérieux, on prenait plus les signes au sérieux, on était vraiment juste dans la volonté d'accumulation de pouvoir. Et donc, j'imagine que les gens qui font référence à ces symboles-là, à part quelques... peuvent pas comprendre ce qu'ils sont en... Ben non, c'est pas vrai. Ils comprennent. Non, c'est plutôt les gens qui regardent ça. Moi, oui, c'est ça. Les gens, c'est plus... Ouais, c'est ça pour répondre. Les gens qui posent les gestes savent ce qu'ils font, mais les gens qui le regardent n'y croient pas. C'est ça qui arrive. C'est qu'on se dit, cette histoire-là va pas se répéter. Et comme de fait, elle va pas se répéter à l'exact. C'est pas ce qu'on vit aujourd'hui est inédit. On utilise le mot fasciste parce que c'est le nom qu'on a pour désigner l'effondrement de la démocratie au 20e siècle. Oui, c'est un mot qui est soumis à beaucoup de débats. Il n'y a pas une définition du fascisme et on rentre dedans ou on rentre pas dedans. C'est un grand débat des intellectuels. Primo Levi dit à chaque époque aura son fascisme. Donc, je pense que ça peut être une base de discussion pour réfléchir à cette situation-là. Et donc, je pense que personne estime qu'il va y avoir un retour du nazisme, par exemple, qui a l'air, dans le fond, d'un mouvement très archaïque dans ses formes. Mais parce qu'il n'y aura pas de retour du nazisme au sens exact de ce que ça a été et qui appartient à l'histoire. Et c'est ce qui fait que ça peut déréaliser un peu les symboles du nazisme dans l'opinion publique. C'est la seule explication que j'arrive à me faire. Mais c'est dangereux de ne pas prendre ça au sérieux, parce que s'il n'y aura pas le retour du nazisme, il peut quand même avoir un retour d'une
d'une forme d'arbitraire politique, on le voit aux États-Unis, et d'une forme de tyrannie qui ne sera pas forcément plus heureuse. Ce qu'on essayait de faire là, c'est un peu d'expliquer les mouvements en cours et bien sûr de se comprendre comment on peut faire pour que ça n'advienne pas, pour que le pire ne se produise pas. Et c'est voilà, pour ça que vous avez aussi écrit cet ouvrage. Et il y a ce mot fasciste qui, je le disais, est soumis à discussion. On insiste. Le monde universitaire, le monde des intellectuels, il y a beaucoup de débats au sein de ces milieux-là. Tout le monde n'est pas d'accord sur qui on qualifie de fasciste, néo-fasciste, post-fasciste, autoritaire. Enfin, il y a vraiment... Est-ce qu'on peut dire dictature? À partir de quand? Ça, c'est vraiment un débat qu'on va laisser aux théoriciens, aux politologues. Vous l'utilisez finalement puisque c'est un référentiel de quelque chose de dangereux, d'autoritaire, en dehors de la démocratie. Mais vous écrivez, je vous cite, « Personne ne se réclame du fascisme alors que tout le monde accuse tout le monde d'en être. De Gaulle, Roosevelt, Bush, Nixon, Pinochet, Trudeau, Macron et Trump ont tous été traités de fascistes. Et si je me fie à d'autres personnes, les woke le seraient. Les islamistes aussi, la police, mon boucher et la moitié de l'électorat américain. » Le cinéaste Pasolini, n'épargnant personne, a soutenu que la société de consommation serait la forme achevée de la soumission fasciste, tandis que des savants ont affirmé que ce serait carrément la langue qui est fasciste. A-t-on déjà vu un adjectif plus creux, insignifiant aussi vide? J'ai le sentiment qu'on n'en fait usage que pour éprouver la satisfaction d'être engagé dans une lutte héroïque du bien contre le mal. Et je trouvais ce passage de votre livre important parce que c'est essentiel aujourd'hui dans les débats politiques. Tout le monde traite tout le monde de fasciste. Et quand Kamala Harris, pendant la présidentielle américaine, a dit que Trump était fasciste, Trump a immédiatement répliqué que c'était Kamala Harris qui était fasciste et que pour sauver la démocratie, il fallait voter pour lui. Et c'est un débat qu'on a exactement de manière en tout cas très similaire en France, où on accuse la droite, l'extrême droite, la gauche radicale, tout le monde d'être fasciste, tout le monde accuse tout le monde, et en fait c'est un terme qui est complètement galvaudé. Pourquoi l'avoir utilisé? Voilà. Et surtout, vous dites, et j'en suis assez convaincue, que tous ceux qui l'emploient sont convaincus qu'ils sont dans le camp du bien. Et j'en suis vraiment absolument persuadée que les personnes qui traitent... des personnes, des personnes qui luttent pour les droits des femmes de fascistes, eux sont convaincus de ce qu'ils racontent. Et comment est-ce qu'on sait qu'on n'est pas, justement, dans le camp soi-même des fascistes? C'est une bonne question. C'est sûr qu'il y a comme une crise inflationniste autour du mot fasciste qui dévalorise le terme. Après ça, il y a le débat savant. Moi, j'aime beaucoup la position de l'historien Robert Paxton parce qu'elle a évolué. C'est un bon spécialiste du régime de Vichy, un historien américain. Qui dit, si on veut savoir ce qu'est le fascisme, il faut le vivre, et ceux qui ne le vivent pas sont condamnés à ignorer ce qu'il est. Oui, donc ça, c'est... Pour lui, le fascisme, c'est en acte qu'on le reconnaît. C'est pas une doctrine intellectuelle cohérente et donc qu'on peut définir aisément. Ça nous condamne effectivement à pouvoir prendre la mesure réelle de ce qu'on entend par le fascisme en l'éprouvant. Ce qui est quand même une difficulté politique redoutable dont Hannah Arendt avait déjà parlé dans les années 30 dans un texte assez beau qui s'appelle « Compréhension et politique » où elle dit, elle c'était le mot totalitaire, mais bon, qu'importe, elle dit, nous les Allemands, on était face à un problème qu'on n'était pas capable de comprendre réellement, mais s'il avait fallu attendre de savoir ce qu'était le nazisme pour le combattre, on l'aurait jamais combattu parce que c'est une fois qu'on l'a vécu qu'on sait vraiment ce que c'est. Et donc, c'est clair que ce qu'on appelle depuis le début de l'entrevue, ce que moi j'appelle le fascisme ou ce qu'on appelle l'extrême droite, on peut tout à fait défendre l'utilisation de ces termes-là, mais pour savoir vraiment ce que c'est, parce qu'il y a quelque chose qui est propre à notre époque, il va falloir l'éprouver et aller jusqu'au bout, mais on veut pas aller jusqu'au bout parce qu'on pressent que ça implique une dégradation de la liberté. Paxton a dit quelque chose d'assez sage, à mon avis, aussi, c'est qu'il refusait d'appeler Trump fasciste jusqu'à il n'y a pas longtemps. Jusqu'à pas longtemps, ouais. Il disait que c'est des plutocrates pendant le premier règne de Trump. Et il dit, après l'assaut du Capitole, il a changé son fusil d'épaule. Il s'est dit, ah non, là, il y a vraiment des signes, ça commence vraiment à ressembler au fascisme. Mais il ajoute tout de suite, mais c'est probablement historiquement, empiriquement, sociologiquement une forme de fascisme. Mais le mot est inutile politiquement. Parce que de toute façon, une fois qu'il s'installe et puis qu'il se normalise, l'expression n'est plus aussi infamante qu'elle ne l'était
en 2002, par exemple. Et donc, ça veut dire qu'au stade où on est rendu politiquement, c'est moins de mots que de politique dont on a besoin. et c'est moins de scandale moral que de gestes politiques concrets ou d'orientation politique concrète et de désignation d'adversaires précis, parce que juste dire c'est mal, ça va pas nous avancer d'un centimètre. Et alors, toujours dans cette thérapie de conversion au fascisme, parce que vous essayez finalement d'en décrire les grands aspects, vous mentionnez le fait qu'il faudrait renoncer à la joie. Ouais. Pourquoi est-ce que, selon vous, ça fait partie du fascisme, sachant qu'on pourrait arguer qu'il y a une forme de fête, en tout cas, que vous appelez même carnaval. Ouais. Il y a une forme de fête, de joie, de célébration aussi dans les célébrations fascistes. Je pense juste au fait que, par exemple, Donald Trump, lui, il a YMCA dans ses meetings, qu'il danse. Enfin, on pourrait y voir une forme de joie. Vous dites que c'est quand même incompatible avec le fascisme ? Oui. C'est sûr que Donald Trump est très drôle. Beaucoup plus comique, beaucoup plus... il y a quelque chose de très... et puis carnavalesque dans sa façon de faire la politique. Et bon, et on l'a vu, en Italie, ça a été une longue tradition de l'extrême droite à utiliser la bouffonnerie. Est une arme politique vraiment redoutable pour discréditer une élite puis prendre sa place. Dans ces conventions politiques qui sont quand même sûrement savamment pensées, il y a comme une spontanéité qu'on retrouvait pas chez les démocrates. Et c'était très curieux parce qu'il y avait dans cette spontanéité-là, il y a une certaine joie, effectivement, mais c'est une joie qui est au service d'humeur sombre, parce que c'est une... Vous dites que c'est sinistre, vous employez le terme, c'est sinistre. Oui, c'est sinistre, leur discours est sinistre, c'est un discours de déclin de la civilisation, de fin de l'Amérique. L'économie américaine est du point de vue des indicateurs purement économiques, si on fait abstraction de la redistribution de la richesse ou de la question du travail, en termes purement monétaires, c'est une économie immensément riche. C'est encore la première économie du monde. Et lui, il dit aux Américains, c'est la catastrophe. C'est Rome avant l'arrivée d'Alaric. S'il y avait de la culture, il dirait ça. Il n'y a pas de culture, donc il dit pas ça. Mais il annonce, il y a un discours de déclin, un discours de sinistre, un discours de fin de la culture américaine. C'est un discours juste qui joue sur la peur. Exactement, sur la peur, le ressentiment et donc des humeurs constamment sombres, mais avec un côté carnavalesque. Après, je pourrais vous dire, des partis de gauche, par exemple, aussi mobilisent des imaginaires qui peuvent être assez sombres, qui sont des imaginaires, pour le coup, de dictature, de droite, d'extrême droite, oui. Des imaginaires d'effondrement écologique. Mais ça, c'est un effondrement écologique, c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression... Il y a aussi des imaginaires sombres dans d'autres bords politiques. Et moi, je suis un éditeur de gauche, donc je le sais qu'on vend... effondrement, mais d'une autre façon depuis longtemps. Il y a toujours eu à gauche cette espèce d'éthos-là de dire on va éveiller les consciences en accroissant un peu les menaces qui pèsent sur la société ou en essayant de... En n'accroissant pas nécessairement, mais en tout cas... en insistant lourdement sur les crises. Et non sans raison. Mais l'extrême droite offre des crises de substitution. La crise écologique, pour moi, c'est fondamental. C'est qu'il y a un problème, réel de menace, de transformation des forces productives de l'économie en forces destructrices. Je veux pas ça, on va prendre ça pour un fait établi. Et au lieu d'affronter ce problème-là, ils nous inventent un problème d'effondrement de la civilisation qui est pas réel, mais qui en même temps est un thème, j'ai presque envie de dire, aussi vieux que l'Occident. C'est depuis Saint-Augustin qui voit Rome tomber jusqu'à l'extrême droite au début du 20e siècle. Je veux dire, l'Occident s'effondre depuis 2000 ans. Donc, c'est ça la force d'une bonne partie de l'extrême droite, c'est d'être constamment en train de quand même mobiliser des motifs qui ont un enracinement quand même assez profond dans notre conscience collective. Le carnaval, c'est vraiment qui est un rituel un rite d'inversion des valeurs. C'est quelque chose qui appartient à la culture de l'humanité depuis toujours. Et le fait qu'ils donnent une forme carnavalesque à leur révolte, c'est terriblement efficace
parce que ça a des racines profondes dans la culture commune. Donc pour devenir fasciste, pour vous, il faut renoncer à quoi? La joie réelle, profonde, authentique? Oui. Mais pas la bouffonnerie. Pas la bouffonnerie, voilà. La bouffonnerie, c'est vraiment un problème. Mais une joie partagée, parce que la joie, et le rire même, le fait de recourir à l'humour, je disais, c'est pour braver le découragement, mais c'est aussi une façon... L'ironie, je trouve que c'est une façon de penser contre soi-même, qui est déjà un acte antifasciste en soi. Et le rire, c'est quelque chose qui se fait rarement tout seul. C'est quelque chose qui déjà engage l'autre personne. Ça peut avoir l'air un peu mièvre ce que je dis, mais j'y crois à ça. Mais la joie, vous voyez, encore une fois, les démocrates, quand ils ont choisi Kamala Harris, c'est une femme souriante qui dégage une certaine joie de vivre. Ils ont décidé de miser à fond la caisse là-dessus. Mais ils ont engagé des communicants, comme vous dites en France, je déteste cette expression, des boîtes de relations publiques, des gens d'Hollywood pour mettre en scène la joie. Mais c'était une joie préfabriquée. Mais ils avaient trouvé, à mon avis, il y avait... Leurs sociologues puis leurs études de marché avaient trouvé le bon bouton sur lequel appuyer, mais ils l'ont fait d'une manière artificielle. Donc si devenir fasciste, c'est renoncer à la joie, être antifasciste, c'est adhérer à la joie, c'est l'embrasser? Oui. Pour de vrai? Oui, je pense que oui. Quoique là, ça peut devenir... Je veux pas faire un peu philosophique. Oui, philosophique ou pire, une sorte de psychologie positive un peu débile. Mais la joie et l'amitié. Moi, je finis mon livre sur la question de l'amitié. Ça, c'est une question qui est importante. Il y a une citation de Mussolini qui dit je suis seul, je n'ai pas d'amis, je n'ai jamais eu d'amis. La marque par excellence de l'extrême droite, c'est l'hostilité. Et c'est toujours en désignant un ennemi extérieur qui découvre leur propre identité ou qui l'affirme, alors que la démocratie ou l'amitié, qui est le mot que les Grecs utilisaient pour parler de la solidarité, ça consiste à justement être capable d'avoir l'hostilité, d'endurer en soi-même l'hostilité, de ne pas avoir l'ennemi à l'extérieur, mais d'être capable d'être en désaccord avec soi-même, d'être capable avec les autres, avec ceux avec qui on forme un corps politique. Et c'est ce que l'extrême droite rend impossible. En démocratie, on peut juger légitime un point de vue adverse avec lequel on est en désaccord. Et là, les gens comme Trump, les gens comme Zemmour, ces personnages politiques-là nous mettent dans une situation où le désaccord devient quasiment absolu, ce qui vraiment pose un problème politico-institutionnel redoutable. En tout cas, dans ce livre, vous dessinez le paysage du fascisme qui arrive ou qui est déjà arrivé à certains endroits. Donc, dans votre thérapie de conversion, on trouve aussi la destruction du langage, évidemment, de surtout plus employer les termes à dessein, d'essayer de vider complètement de leur sens ces mots. On va pas tout citer, pour ça, faut lire le livre. Mais en fait, ce que vous décrivez avec ce ton qui est très particulier, c'est le processus de fascisation, de banalisation. Et vous terminez l'ouvrage avec cette citation qui ouvre votre conclusion, qui est une citation de Romain Gary, qui dit « Quand nous aurons des enfants, nous leur apprendrons à aimer et non à haïr. Nous leur apprendrons à haïr aussi, nous leur apprendrons à haïr la laideur, l'envie, le fascisme. » Qu'est-ce que c'est le fascisme? Je ne sais pas exactement, c'est une façon de haïr. Je trouvais encore une fois, cette situation assez éloquente sur ce que ça nous force un peu à se poser comme question sur la définition du fascisme. Comment est-ce qu'on fait pour combattre le fascisme sans tomber soi-même dans ces processus d'intolérance, de haine, de stigmatisation que vous décrivez pour devenir fasciste? Comment est-ce qu'on fait pour garder aussi cette capacité d'autocritique et pas tomber dans les écueils qu'on prétend dénoncer? Il faut haïr la haine, ça c'est clair, mais c'est pas suffisant, sinon on va tomber dans une sorte de mise en abîme. Ça revient à ce que j'essayais de dire juste à l'instant, c'est à savoir que la démocratie ou le régime politique de liberté, c'est un régime où on peut être en désaccord avec quelqu'un, ou donc c'est un régime qui organise ou qui rend possible le désaccord de manière qui le rend légitime. L'extrême droite, puis même les théories d'extrême droite, quand il y en a peu, mais il y en a, place toujours l'hostilité comme principe fondateur de la relation sociale. Et c'est ça qu'il faut refuser.
Mais c'est là que ça devient très, très difficile parce qu'il faut, il faut être intransigeant avec la haine, mais en même temps, il faut penser un régime politique où on peut être tolérant avec le désaccord. L'édifice est en train de s'effondrer, vous en décrivez très très bien les mécanismes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quand même l'espoir que ça n'arrive pas? Oui. Ouais, j'arrive pas à être vraiment désespéré, mais ça, c'est peut-être une maladie mentale. Incurable. Je commence mon livre avec une citation qui dit que j'aime bien, qui est un peu cryptique peut-être, mais qui dit je donne pas de réponse dans mon livre, mais de toute façon les réponses sont inutiles à ceux et celles qui ont oublié les questions. Vous posez les questions. Oui, mais c'est aussi une façon de dire il existe plein d'institutions dans nos sociétés encore qui sont mal en point, on dit tous les jours, mais qui sont comparées à ce que c'était en 1850 quand même bien organisé. Même aux États-Unis? Ouais, aux États-Unis, c'est plus compliqué. Mais oui, aux États-Unis, localement, il reste quand même des formes de solidarité. Mais aux États-Unis, ils sont vraiment très enfoncés dans l'atomisation de la société. Mais dans nos sociétés, en France, en Europe, et c'est pas pour rien que l'extrême droite américaine déteste l'Europe, même au Canada, il reste des institutions. C'est juste que souvent, on oublie l'éducation nationale, je sais pas moi, les syndicats, le droit du travail, on pourrait en nommer plusieurs. On oublie à quelle finalité ils répondent. Et une fois qu'on a oublié à quelles questions ils répondent, mais on a juste des réponses brutes. Et c'est ça, dans le fond, l'idée du fascisme, de dire on va avoir l'État comme pure force brute et on va oublier quel sens ça peut avoir, une fois qu'on oublie la question. Et donc, il faut se rappeler, on a encore beaucoup de leviers, à mon avis, mais il y a des forces puissantes et économiques, notamment, qui œuvrent vraiment fort, travaillent très fort pour en finir avec ces institutions-là, puis ne plus faire de la démocratie qu'une sorte de façade, comme les édifices d'architecture, où on garde juste la façade d'édifice, puis derrière, c'est rien. Mais bon... Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux personnes qui se pensent appartenir à ce camp des raisonnables, ce camp des personnes raisonnables, ce camp de celles et ceux qui prendraient pas trop parti, qui seraient pas trop radicaux et qui, selon vous, sont susceptibles de quand même se faire entraîner vers le fascisme? Mais je l'ai dit plus tôt, c'est que l'apathie, tout ce que vous ne faites pas aujourd'hui, vous allez être obligé de le faire dans 5 ou 6 ou 7 ans, mais il va vous en coûter 10 ou 15 fois le prix que vous en coûterait si vous le faisiez aujourd'hui. C'est-à-dire que plus vous attendez, plus vous allez souffrir. Et il n'est pas trop tard aujourd'hui, mais dans 20 ans ou dans 15 ans, ça va devenir de plus en plus difficile. Et vous nous dites ça avec le sourire. Ouais. Merci. Je ne vais pas pleurer en ondes quand même. J'ai ma dignité. Merci beaucoup, Marc Fortier, d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Je rappelle que votre livre « Devenir fasciste, ma thérapie de conversion » est disponible chez Lux Éditeur. Merci beaucoup d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme toujours, je vous le rappelle, à Blast, nous sommes un média indépendant. Nous existons grâce à vous, notre audience. Donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à nous soutenir financièrement en faisant un don ou en vous abonnant sur blast-info.fr. Et si vous le préférez, vous pouvez partager ou liker cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Blast.